Mon mari m'a donné un baiser avant de partir au travail et a dit « À ce soir, chérie ». 1 heure plus tard, la police a appelé pour me dire qu'il avait eu un accident en allant à son bureau. Je me suis effondré, mais ce soir-là, à 20h30 précise, il est entré par la porte d'entrée, souriait et a dit « Le dîner sent incroyable ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il m'a embrassé sur le front ce matin-là, comme il le faisait toujours. J'étais encore en pyjama, debout devant la cuisinière, en train de retourner des crêpes pour notre fille. Caleb s'est penché, m'a souri et a dit « À ce soir ». Ses lèvres ont effleuré les miennes. Chaudes, familières. Puis, il a attrapé son sac d'ordinateur portable et a franchi la porte d'entrée. Je ne savais pas que ce serait le dernier moment normal de ma vie. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Un homme à l'autre bout du fil, d'une voix calme, m'a dit que mon mari avait eu un accident. Il n'a pas pris de détour, ne m'a pas préparé à la nouvelle. Il l'a juste dite, sans appel et définitive, votre mari, Caleb Marorow, a été déclaré mort sur les lieux. Je ne me souviens même pas avoir laissé tomber le téléphone. Je me souviens de mes genoux heurtant le carrelage. Je me souviens de la voix de Lena, confuse et faible, me demandant pourquoi j'étais par terre. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais même pas pleurer. Mon corps avait cessé de fonctionner. La cuisine s'est remplie de fumée parce que j'avais laissé la cuisinière allumée. Des crêpes brûlées. Cette odeur est toujours gravée dans mon cerveau. J'ai appelé le téléphone de Caleb. Ça a sonné. J'ai rappelé, ça a directement basculé sur la messagerie vocale. J'ai essayé 5 fois avant d'abandonner. Je n'arrivais plus à respirer. Je voulais que ce soit une erreur, une confusion. Quelqu'un d'autre, pas mon Caleb. J'ai appelé ma mère. Elle est arrivée chez nous en moins de 20 minutes. Je ne sais pas comment elle a fait pour venir si vite. Elle a pris mon visage entre ses mains et a dit « Ria, regarde-moi. Je suis là. Tu n'es pas seul. » Mais je l'étais. Je ne m'étais jamais senti aussi seul. Caleb n'était pas censé mourir. Il était censé aller chercher Lena à l'école, l'aider avec ses devoirs de mathématiques, m'embrasser sur le canapé après qu'elle soit allée se coucher. Nous avions des restes de lasagne au réfrigérateur pour le dîner. Nous avions des projets. Nous avions une vie. Mais cette nuit-là, alors que j'essayais de trouver comment annoncer à Lena que son papa ne rentrerait pas à la maison, quelque chose s'est produit que je n'arrive toujours pas à expliquer. À exactement 20h30, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, des pas, le bruit des clés heurtant la table d'entrée, puis sa voix, claire, familière, complètement vivante, ça sent merveilleusement bon le dîner. J'ai été pétrifié. Et quand je me suis retourné, Caleb se tenait dans le couloir, vivant, souriant, réel. Peu m'importe si personne ne me croit. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai ressenti. Mon mari est mort ce matin-là. Mais cette nuit-là, il est rentré à la maison. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Calme, simple, le genre de routine que l'on finit par ne plus remarquer après des années. Caleb était déjà à moitié habillé quand je me suis réveillé. Il se tenait au pied de notre lit, boutonnant sa chemise bleu clair, glissant un bras dans sa veste. Il avait l'air pressé, comme toujours, mais a quand même réussi à sourire lorsqu'il m'a surprise à le regarder. « Tu es debout tôt », a-t-il dit, s'approchant pour me déposer un baiser rapide sur le front. J'ai entendu le réveil, ai-je marmonné, toujours blotti sous la couverture. Tu as appuyé sur la fonction répétition 3 fois. Je savourais les 10 dernières minutes de paix. Il a ri, attrapant sa montre sur la table de nuit. Tu devrais essayer. Il s'est dirigé vers la cuisine pendant que je me préparais. Lena, notre fille, était déjà à table, balançant ses pieds et lisant à voix haute l'un de ses livres de dinosaures à personne en particulier. Elle était obsédée par eux. Elle pouvait nommer plus de dinosaures que la plupart des adultes. « Maman, savais-tu que le stégosaure avait un cerveau de la taille d'une noix ?» m'a-t-elle dit fièrement en me voyant entrer. Je l'ignorais, ai-je répondu, l'embrassant sur le sommet de la tête. Mais maintenant, je ne l'oublierai jamais. Caleb était en train de faire des crêpes. Il faisait toujours ça le mercredi. Peu importait le retard qu'il avait, il insistait pour qu'il y ait des crêpes le mercredi. Il disait que cela ancrait la semaine. Je levais les yeux au ciel à chaque fois, mais secrètement, j'adorais ça chez lui. Il se déplaçait dans la cuisine comme s'il exécutait une danse. Pâte dans un bol, spatule à la main, poils qui grésillent. Il fredonnait pendant qu'il travaillait. Il chantait horriblement mal, mais il avait cette façon de fredonner qui rendait toujours la maison chaleureuse.
Léna a commencé à lui poser une question à propos de l'école, et ils sont entrés dans un échange que j'écoutais à peine. J'étais en train de me servir du café, de faire défiler mon téléphone, de penser aux plans de cours et aux réunions parents-professeurs. La vie normale, des pensées quotidiennes. Caleb a retourné une crêpe, s'est tourné vers moi et m'a dit « As-tu signé le formulaire pour la sortie scolaire ?» Je l'ai laissé sur le comptoir pour toi hier soir, ai-je répondu. « Tu as encore oublié. » Il m'a jeté ce regard penaud qui, je le savais, voulait dire que j'avais raison et qu'il le reconnaissait. J'ai ramassé le formulaire et le lui ai tendu. Toujours à la dernière minute, ai-je dit. La spontanéité forge le caractère. Le retard te vaut un appel du directeur. Il a ri, a signé et a glissé l'assiette de crêpes devant Léna. Je les ai observés une seconde. Mon mari et notre fille, mangeant, riant, remplissant la cuisine du son de l'amour. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais, pas d'une manière grandiose et dramatique, juste une prise de conscience tranquille que cette ville a été belle. Vivien, ma mère, a appelé juste avant que Caleb ne parte. Elle fait ça parfois. Des appels de vérification matinaux, qu'elle prétend être pour Léna, mais je sais qu'elle appelle en réalité pour s'assurer que je n'ai pas oublié de respirer. Elle a toujours été un peu envahissante, mais j'apprécie cela d'autant plus maintenant que je suis moi-même mère. Bonjour ma chérie. Tu es debout ? J'ai du café à la main et des crêpes sur la cuisinière. Nous sommes debout. Bien. Je passerai plus tard déposer ces livres pour Léna. Tu as besoin de quelque chose ? Non, tout va bien. Je t'aime. N'oublie pas de manger. Je n'oublierai pas. Caleb a fini de faire son sac et a embrassé Léna sur le front. Puis il s'est tourné vers moi. J'étais près de l'évier, sirotant mon café, en train de le regarder. Il s'est avancé, s'est penché et m'a embrassé à nouveau, un peu plus lentement cette fois, un peu plus longtemps. À ce soir, a-t-il dit. Je me souviens de la façon dont il l'a dit. Calme, désinvolte, sans aucune hésitation. Juste un jour de plus, juste un autre au revoir. J'ai hoché la tête, lui ai dit de conduire prudemment et les regarder sortir par la porte. Le soleil était déjà levé. Les oiseaux chantaient devant la fenêtre. Il était censé pleuvoir plus tard, mais le ciel était encore dégagé. Je suis resté là un instant, fixant la porte fermée. Quelque chose dans le silence après son départ me semblait plus lourd que d'habitude, mais j'ai chassé cette pensée. Juste les nerfs, sans doute, ou les hormones, ou la caféine. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 7h51. Je lui ai envoyé un texto, « Conduis. Je t'aime. » Il a répondu instantanément avec un emoji cœur rouge. Ce fut le dernier message que j'ai reçu de lui. Après son départ, la journée a continué normalement. J'ai aidé Léna à faire son sac à dos. Elle portait son sweat à capuche violet préféré avec des lettres scintillantes sur le devant. Nous avons parlé de son prochain test d'orthographe. Nous nous sommes disputés pendant une minute pour savoir si elle pouvait emmener son dinosaure en peluche à l'école. Elle a dit que ça l'aidait à mieux réfléchir. J'ai dit qu'il restait à la maison. Elle a fait la moue et l'a laissé sur le canapé. Vivian est arrivé tôt, bien sûr. Elle a pris Léna, m'a embrassé sur la joue et m'a rappelé de manger encore une fois. Je leur ai fait signe de la main et je me suis retourné pour nettoyer la cuisine. Le café à moitié bu. La pâte à crêpes toujours dans le bol. Il était 8h10. J'étais en train de rincer une assiette quand le téléphone a sonné. Je n'avais aucune idée que tout allait changer. Le téléphone a sonné à 8h12. Je me souviens encore du numéro. Il commençait par 312, ce qui signifiait le centre-ville. J'ai pensé que c'était quelqu'un du bureau de Caleb. Peut-être quelque chose à propos de la date limite de son projet. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai répondu avec ma voix habituelle, à moitié distraite, « Allô ?» L'homme à l'autre bout du fil n'a pas demandé si c'était moi. Il n'a pas introduit la conversation en douceur. Il a parlé comme quelqu'un lisant un terrible script nécessaire. Est-ce Madame Ria Maroro ? J'ai hésité. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. Oui, ai-je dit lentement. Je suis l'officier Michael Landry, de la police d'État de l'Illinois. J'appelle à propos de votre mari, Caleb Maroro. Je suis resté immobile. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé ma voix calme. Que s'est-il passé ? Il y a eu une collision sur la route 14 aux environs de 7h58 du matin. Un semi-remorque a perdu le contrôle sous la pluie et a heurté une berline correspondant à l'immatriculation de votre mari. Je suis vraiment désolé de vous annoncer cela, madame, mais votre mari a été déclaré mort sur les lieux. Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas capable.
Les mots n'avaient aucun sens. Mort? De quoi parlait-il? Caleb venait juste de sortir. Je venais de le voir. Il m'avait envoyé un texto après 8 heures. Vous vous trompez, ai-je dit, ma voix à peine audible. Vous vous trompez. Il vient de partir travailler. Ça ne peut pas être juste. Je suis sincèrement désolé, a répété l'officier, plus doucement cette fois. Son portefeuille, son téléphone et sa carte d'identité ont été trouvés sur les lieux. Nous l'avons confirmé grâce au dossier de votre véhicule et à son permis de conduire. J'ai laissé tomber le téléphone. Il a frappé le sol avec un craquement sec. Mon corps a lâché avant que mon cerveau ne puisse réagir. Mes genoux ont fléchi et j'ai heurté durement le carrelage. L'air a disparu de ma poitrine. Tout ce que je pouvais faire, c'était halter et trembler. Lena était encore à la maison. Elle se brossait les dents dans la salle de bain. Elle m'a entendu tomber et est arrivée en courant. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas le lui dire. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. J'ai senti ses petites mains sur mes bras essayant de me secouer, essayant de comprendre. J'ai rampé vers le téléphone et j'ai composé à nouveau le numéro de Caleb. 1 fois. 2 fois. Messagerie vocale. J'ai rappelé encore et encore. Je crois que j'ai appelé 5 fois. Je ne me souviens pas si j'ai laissé un message. J'ai appelé ma mère ensuite. Elle a répondu dès la première sonnerie. Ria, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en train d'hurler. Je ne m'en rendais même pas compte. Hurlant dans le téléphone, contre les murs, dans le vide. Je ne trouvais pas de mots réels. Ma voix était aiguë et rauque. Maman. Caleb. Il est mort. Ils ont dit qu'il est mort. Ils ont dit qu'il est décédé. J'ai entendu le moteur démarrer en arrière-plan. Elle n'a rien demandé d'autre. Elle a juste dit qu'arrive. Elle est arrivée en moins de 20 minutes. J'étais toujours par terre quand elle est arrivée. Lena pleurait dans le coin, serrant ses genoux, ne comprenant pas ce qui se passait. Ma mère m'a serré dans ses bras, le visage pâle, essayant d'obtenir des réponses. Ria, regarde-moi. Parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a regardé le journal des appels, puis est allée dans l'autre pièce. Elle est revenue quelques minutes plus tard, silencieuse. Ses yeux m'ont dit qu'elle avait entendu la même chose. C'est à ce moment-là que tout est devenu flou. Des membres de la famille ont commencé à appeler. La nouvelle s'est propagée plus vite que je ne pouvais penser. Ma sœur a appelé en pleurant. La mère de Caleb a appelé en suppliant d'avoir des informations. Je ne pouvais rien leur donner d'autre que ce que l'officier avait dit. Vivien a pris le relais pour les appels. Je suis restée assise là, tremblante de froid malgré la chaleur de l'été. À 11h30, une détective est venue frapper à la porte. Elle m'a remis une pochette d'informations. Elle était gentille, mais je l'ai à peine entendue. J'ai signé quelque chose. J'ai hoché la tête quand elle m'a expliqué à quoi m'attendre ensuite. Transport du corps, autopsie, effets personnels. Elle m'a tendu l'alliance de Caleb dans un petit sac transparent. Je l'ai fixé comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai demandé si je pouvais le voir. Elle a dit que non, pas encore. Le médecin légiste devait d'abord finir. À 13h45, Lena m'a de nouveau demandé où était son papa. Je n'avais pas de réponse. Je lui ai dit qu'il s'était fait mal. J'ai dit qu'il ne rentrerait pas à la maison aujourd'hui. Je lui ai dit qu'il l'aimait beaucoup. C'est tout ce que j'ai pu gérer. Vers 15h, la maison était pleine. Mon frère est venu de la ville. Ma tante est arrivée avec des plats en cocotte. Les gens apportaient des fleurs. Notre pasteur est passé. Tout le monde se déplaçait autour de moi comme si je n'étais pas là. Leur visage était triste et prudent, comme si je risquais de me briser s'ils respiraient trop fort. Je suis resté sur le canapé. L'alliance de Caleb toujours serrée dans ma main. Je n'avais pas changé de vêtements. Je n'avais pas mangé. Je ne crois même pas avoir cligné des yeux pendant 1 heure. À 16h07, mon téléphone a vibré. C'était le numéro de Caleb. Je l'ai regardé fixement. Ma mère me l'a pris des mains et a répondu. Il n'y avait rien à l'autre bout, juste le silence. Puis l'appel a été coupé. Elle m'a regardé, effrayée. C'était probablement une sorte de retard, a-t-elle dit rapidement. Peut-être que quelqu'un a trouvé son téléphone. Peut-être qu'il a appelé par accident. Mais sa voix ne semblait pas sûre. Je me suis levé lentement et je suis allé à la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai sorti les lasagnes que j'avais préparées la veille. Le plat préféré de Caleb. Je l'ai mis au four. Je n'avais aucune idée de la raison.
Je l'ai juste fait. Mes mains avaient besoin de faire quelque chose. Mon cœur avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Le dîner serait prêt à 20h30. Je n'ai pas mangé les lasagnes. Je ne pouvais même pas sentir l'air, encore moins la nourriture. Je suis juste resté debout dans la cuisine, à les regarder bouillonner derrière la vitre, comme si le dîner allait quand même avoir lieu, comme si le monde ne s'était pas fendu en deux ce matin-là. La maison s'était calmée. Les visiteurs sont partis vers 18h. Vivien est restée, bien sûr. Elle était assise dans le salon avec sa Bible sur ses genoux, tournant les pages sans les lire. Léna était dans sa chambre en train de dessiner avec des crayons de couleur, essayant d'être courageuse à sa manière tranquille. Je ne lui avais pas encore dit la vérité. Je n'en étais pas capable. Surtout que je n'étais moi-même pas sûr de ce qui était réel. J'aurais dû planifier des funérailles. Au lieu de cela, je surveillais le minuteur du four. Je n'avais pas pleuré depuis des heures. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que le chagrin s'était étiré tellement qu'il se transformait en quelque chose d'autre. Quelque chose d'irritable, de bourdonnant et d'étrange. À 19h15, j'ai marché dans le couloir jusqu'au placard de Caleb. Sa chemise en flanelle bleue était toujours accrochée au bout du portant, celle qu'il portait lorsque nous étions allés au verger l'automne dernier. Je l'ai décrochée du cintre et l'ai portée à mon visage. Elle sentait toujours son eau de Cologne. Terreux, chaud, un peu citronné. Je suis retourné à la cuisine en la portant. Vivien a levé les yeux du canapé. Ses yeux se sont plissés, mais elle n'a rien dit. À 19h45, j'ai mis la table. 3 assiettes, fourchettes, couteaux, serviettes. Je n'ai pas hésité. J'ai mis la place de Caleb exactement où elle allait toujours. Au bout de la table, près de la fenêtre. J'ai tiré sa chaise. J'ai rempli son verre d'eau. Vivien s'est levé lentement. Ria, a-t-elle dit avec prudence. Qu'est-ce que tu fais? Je dresse le dîner, ai-je répondu. Sa voix s'est faite plus ferme. Tu sais qu'il est parti. Tu as besoin de t'asseoir, ma chérie. De te reposer. Je n'ai pas envie de me reposer. Elle a regardé la table, puis moi. Tu me fais peur. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché jusqu'au four, j'ai sorti les lasagnes et je les ai posées sur la cuisinière. L'odeur a empli la cuisine. Riche, familière, le plat préféré de Caleb. Il demandait toujours une deuxième portion. Il disait toujours « je l'ai faite meilleure que ma mère », puis me faisait un clin d'œil comme s'il prenait un risque dangereux. À 20h05, je suis allé voir Léna. Elle était allongée dans son lit, éveillée, ses bras serrant son dinosaure en peluche. « Papa n'est pas à la maison », a-t-elle dit doucement. Je me suis assise au bord du lit et j'ai bordé sa couverture. « Il est peut-être en retard », ai-je dit. « Mais il t'aime tellement. Il revient toujours vers nous. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle a hoché la tête. « Je peux venir manger avec toi ?» Bien sûr. Je l'ai ramenée à la cuisine, je l'ai assise et je lui ai préparé une petite assiette. Vivien a refusé de toucher à la sienne. Elle me regardait avec le genre de silence que seule une mère peut exercer, inquiète, sur ses gardes, priant à voix basse. Je me suis assise en face de la chaise vide de Caleb. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste attendu. L'horloge murale battait plus fort que dans mes souvenirs. À 20h20, les lumières ont vacillé. Vivien s'est redressé. Léna n'a rien remarqué. Elle parlait à sa peluche pour savoir si les dinosaures aimaient le fromage. À 20h25, j'ai senti une odeur étrange. Pas les lasagnes, autre chose. Huile de moteur et pluie. Cela m'a frappé rapidement, comme si quelqu'un ouvrait une fenêtre dans ma poitrine. La même odeur que Caleb ramenait avec lui après avoir conduit sous la pluie. Cette odeur n'avait aucune raison d'être là. À 20h28, Vivien s'est levé. « Il faut que tu arrêtes ça maintenant », a-t-elle dit. « Tu invites quelque chose dans cette maison qui n'a pas sa place ici. » Je n'ai rien invité, ai-je dit. J'ai juste préparé le dîner. Elle s'est dirigée vers la porte. Je reste chez moi ce soir. Je reviendrai demain matin. Ça ne me dit rien. Je ne l'ai pas retenue. Elle a attrapé son sac et est sortie, marmonnant une prière en montant sur le perron. Léna a levé les yeux. Où va mamie? Elle est fatiguée, ai-je dit. Mange tes petits pois. À exactement 20h30, la porte d'entrée s'est ouverte. Non pas claquée, non pas en grinçant, mais ouverte comme elle le faisait toujours lorsque Caleb oubliait de tourner la poignée jusqu'au bout. Je me suis levé. Léna a regardé derrière moi et a souri. Papa. Je me suis retourné.
Caleb se tenait dans l'embrasure, de l'eau dégoulinant de sa veste. Ses chaussures étaient boueuses. Ses cheveux étaient humides. Il avait l'air fatigué mais vivant. Mes jambes se sont dérobées, mais je ne suis pas tombé. Je me suis accroché à la chaise. Il m'a souri. Ce même sourire familier. Ça sent merveilleusement bon le dîner. Je ne pouvais pas parler. Mes mains tremblaient. Je sentais le bord de la table pressé contre ma hanche. Il est entré, a laissé tomber son sac près de la porte comme toujours et a commencé à dézipper sa veste. Désolé d'être en retard. Il y avait un trafic de dingue. Il y a eu une sorte d'accident sur la route 14. J'ai dû faire demi-tour. Je n'arrivais plus à respirer. Il m'a regardé, confus. Ria, qu'est-ce qui ne va pas? Lena a couru dans ses bras. Il l'a soulevée, l'a embrassée sur la joue, a ri. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste fixé. Mon mari était mort ce matin-là. J'avais signé les papiers. J'avais tenu son alliance dans ma main. Et pourtant, il était là, debout dans ma cuisine, chaud et entier, demandant ce qu'il y avait pour le dîner. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, figé, regardant Caleb comme si mes yeux n'arrivaient pas à décider s'il fallait le croire. Il était réel. Ses pas résonnaient sur le parquet. Il sentait le trottoir mouillé et le savon. Ses cheveux étaient humides et une goutte d'eau a roulé sur sa tempe et a atterri sur le sol. Lena s'est accrochée à son cou, babillant à propos de son dessin et de la raison pour laquelle mamie était partie tôt. Il a souri, a hoché la tête, a embrassé le sommet de sa tête comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'était pas mort 10 heures plus tôt. Il s'est tourné vers moi, fronçant les sourcils maintenant. « Ria, tu vas bien? Tu as l'air pâle. » J'ai reculé lentement comme si mon propre corps ne faisait pas confiance à ce qu'il voyait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait traverser mes côtes. J'ai tendu la main vers la table, ayant besoin de quelque chose de solide pour me retenir. « Tu es mort ce matin ?» ai-je murmuré. Sa tête s'est légèrement inclinée. « Quoi ? Tu es mort sur la route 14. La police m'a appelé. J'ai vu le rapport. J'ai ton alliance. Ils m'ont donné ton alliance. » Il a baissé les yeux sur sa main et l'alliance y était toujours. J'ai cligné des yeux, me sentant étourdi. « Tu étais mort, Caleb » ai-je dit de nouveau, plus fort cette fois. Ils ont dit qu'un camion t'avait percuté. Ils ont dit que ce n'était pas un accident auquel on pouvait survivre. Ils m'ont dit que tu étais parti. Il a fait un pas en avant. Une main levée comme s'il essayait de me calmer. Je n'étais même pas sur la route 14, a-t-il dit. J'ai pris Belmont à la place. Il y avait un accident. Oui, mais je l'ai vu devant moi et j'ai bifurqué avant de m'en approcher. J'ai été au bureau toute la journée. Non, tu ne l'as pas été. J'ai appelé ton téléphone. J'ai parlé à la police. Une détective est venue à la maison. Elle m'a remis des papiers. Elle m'a donné ton alliance. Ria, je ne comprends pas ce que tu dis. Regarde-moi. Je vais bien. J'ai travaillé toute la journée. Je t'ai même envoyé un message avant le déjeuner, mais je me suis dit que tu devais être occupé. Je n'ai rien reçu, ai-je dit en attrapant mon téléphone. J'ai ouvert notre conversation de SMS. Le dernier message était l'emoji cœur qu'il avait envoyé à 7h51. Rien après ça. Regarde, ai-je dit, lui tendant le téléphone. C'est tout. Rien n'est arrivé. Il a sorti son propre téléphone et a tapé sur l'écran. Il est écrit que je t'ai envoyé un SMS à 13h14, puis encore vers 17h, juste pour dire que je partais tard. Je n'ai jamais reçu cela, ai-je dit. Il n'existe pas sur mon téléphone. Je t'ai appelé 5 fois ce matin. J'ai laissé un message vocal. Il a fait défiler ses appels récents et a secoué la tête. Pas d'appels manqués, pas de messages vocaux, rien. Nous étions debout dans la cuisine, nous regardant comme des étrangers. La tension s'est enveloppée étroitement autour de la pièce. L'odeur des lasagnes persistait dans l'air, mais tout le reste semblait étranger, de travers. Lena lui a tiré la manche. « Papa, pourquoi maman pleure-t-elle » Il s'est accroupi pour la serrer de nouveau dans ses bras. Elle est juste surprise, ma puce. Ça va aller. Il m'a regardé, son expression plus douce maintenant. Viens t'asseoir, Ria. S'il te plaît, mangeons et parlons. Je me suis assise, non pas parce que j'étais calme, mais parce que mes jambes tremblaient. Je l'ai regardé remplir une assiette, y mettre des lasagnes à la louche, verser un verre d'eau. Il était gaucher. Il utilisait toujours la cuillère à manche vert. Il le faisait encore maintenant. Tu te souviens de ce que tu portais ce matin ? Ai-je demandé, ma voix tremblant toujours.
Il a baissé les yeux sur sa chemise. Ça. J'ai mis ça pour aller au travail. Vivien m'a offert cette veste à Noël, tu te souviens? J'ai hoché la tête. Elle l'avait fait. Je la fixais maintenant, mouillée autour des épaules par la pluie. Vivien avait vu le rapport, elle aussi. Elle avait entendu l'appel. Elle m'avait tenu quand je m'étais effondré. Rien de tout cela n'avait de sens. Et ta voiture, ai-je demandé. Ils ont dit qu'elle était bonne pour la casse. Il a froncé les sourcils. Elle est dans le garage. Je l'ai garée il y a 20 minutes. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte du garage. Ma main tremblait en l'ouvrant. Sa voiture était exactement là où elle était toujours. Pas une égratignure, pas une bosse. J'ai fait le tour 2 fois, j'ai touché le capot, encore chaud. Je suis rentré. Le rapport avait ton numéro de plaque. Ils ont décrit ta cicatrice. Celle sur ton poignet, quand tu es tombé de ton vélo, enfant. Il a levé sa main. La cicatrice était là. Je n'ai pas de réponse, a-t-il dit. Mais je suis là. Je suis vivant. Ça doit bien signifier quelque chose. Tu étais parti, ai-je de nouveau murmuré. Et pourtant, je suis là avec toi, avec Léna, assis pour dîner comme si c'était un mercredi comme les autres. Nous nous sommes assis en silence. Il a pris une bouchée, a mâché, a avalé. Tu as ajouté de l'ail supplémentaire, a-t-il dit. Exactement comme j'aime. Je l'ai fixé, essayant de trouver quelque chose, un indice, un défaut dans ses mouvements ou sa voix. Mais tout chez lui était réel. Léna a recommencé à parler de l'école. Caleb écoutait. Il a traversé la table et a touché ma main. Ses doigts étaient chauds. J'ai regardé son assiette. De la vapeur s'élevait dans l'air. J'avais préparé le dîner pour un homme mort. Mais d'une manière ou d'une autre, d'une manière impossible, il était assis devant moi, mangeant comme s'il n'était jamais parti. Je ne comprenais pas comment, mais je n'étais pas prête à le laisser repartir. Cette nuit-là, après le dîner, je me suis assise au bord de la baignoire pendant que Caleb donnait le bain à Léna comme il le faisait toujours le mercredi. Elle barbotait et riait, mouillant le sol. Il l'a enveloppée dans une serviette et l'a portée dans le couloir jusqu'à sa chambre. Elle a demandé 2 histoires au coucher. Il les a lues toutes les 2. Sa voix était calme et grave, douce de la façon qui rendait toujours ses paupières lourdes. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte. Je n'ai pas interrompu. Je ne lui ai pas posé plus de questions. J'ai juste regardé. Il l'a embrassée sur le front, a éteint la lampe et a refermé sa porte à moitié, comme elle aimait. Quand il s'est tourné vers moi, son expression a changé. Il pouvait lire toute la situation sur mon visage. Le choc n'était pas passé. La peur ne s'était pas installée. Elle continuait de tourner en moi. Nous sommes retournés à notre chambre sans dire un mot. J'ai fermé la porte derrière nous. Je me suis tourné vers lui. Tu ne te souviens vraiment de rien? Pas de crash, pas d'impact. Il s'est assis sur le lit et s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Je me souviens de m'être réveillé. Je me souviens de t'avoir embrassé au revoir. Je me souviens d'avoir pris Belmont au lieu de la route 14 parce que j'ai vu des lumières clignotantes devant moi. Il y avait un barrage de police. C'est tout. Je me suis assise en face de lui. J'ai signé des papiers. J'ai parlé à des officiers. Ils m'ont apporté ton alliance dans un sac en plastique. Il a regardé sa main. L'alliance était toujours là. Il l'a tournée une fois, comme s'il essayait de se convaincre qu'elle était réelle. Je ne peux pas l'expliquer, a-t-il dit. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'être parti. Je n'ai jamais été inconscient. Je n'ai jamais perdu connaissance. Ma journée s'est déroulée comme une autre. Je ne pouvais pas argumenter. Je n'avais plus de faits à lui opposer. J'avais été témoin d'une mort, j'avais géré une perte, et maintenant j'étais assise à côté du même homme que je croyais avoir perdu pour toujours. Mon cerveau courait après la logique, mais mon cœur avait déjà pris une décision. J'ai passé mes bras autour de lui et les serré contre moi. Je me fiche de comment c'est arrivé, ai-je murmuré. Je veux juste que tu sois là. Nous nous sommes allongés dans le lit cette nuit-là, serrés l'un contre l'autre. Je n'ai pas dormi. Je l'ai regardé respirer. J'ai senti sa poitrine se soulever et s'abaisser. Chaque fois que je clignais des yeux, je m'attendais à moitié à ce qu'il disparaisse. Au matin, il était toujours là. Les jours suivants ont été remplis de questions. J'ai contacté la détective. Le commissariat n'avait aucune trace d'un accident mortel impliquant Caleb Maroro. Ils ont dit que personne du nom d'officier Michael Landry ne travaillait là-bas. Il n'y avait aucun papier, aucun numéro de badge, aucune visite enregistrée à mon adresse.
Le bureau du coroner n'avait aucune information sous son nom. J'ai vérifié les dossiers des urgences. Rien. Je l'ai dit à Vivien. Elle ne voulait pas y croire. Elle pensait que j'avais rêvé. Puis je lui ai montré l'alliance qu'il m'avait donnée, toujours scellée dans un sac, identique à celle que Caleb portait toujours à son doigt. Elle s'est assise et n'a pas parlé pendant 1 minute entière. Puis elle s'est signée et a dit « On t'a donné une seconde chance. Ne la gâche pas. » Je ne l'ai pas gâchée. La peur est restée un moment. Je me réveillais au milieu de la nuit juste pour vérifier s'il respirait toujours. Je tressaillais chaque fois qu'il quittait la maison. Je le serrais dans mes bras plus longtemps que nécessaire. Chaque matin, j'ai arrêté de dire au revoir. J'ai commencé à dire « Rentre sain et sauf ». Nous n'avons pas raconté à beaucoup de gens ce qui s'était passé. Quand ils nous ont demandé pourquoi les plans de funérailles avaient été annulés, nous avons dit qu'il y avait eu une erreur. Certaines personnes nous ont cru, d'autres non. J'ai cessé d'essayer d'expliquer. Parfois, Léna en parle. Elle dira des choses comme « Tu te souviens quand papa est parti ce jour-là et qu'il est revenu pendant la soirée lasagne ?» Nous nous contentons d'hocher la tête. Elle ne porte pas la peur que j'ai eue. Pour elle, il est revenu. C'est suffisant. Finalement, j'ai cessé de chercher des réponses. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que la vérité ne semblait pas résider dans les faits. Elle résidait dans le moment où la porte d'entrée s'est ouverte et qu'il était là, vivant. Elle résidait dans la façon dont sa voix sonnait quand il prononçait mon nom. Elle résidait dans l'odeur des lasagnes qui remplissaient la cuisine tandis que l'impossible devenait réel. Je voulais autrefois une conclusion. Maintenant, je veux juste plus de temps. Nous avons toujours des crêpes le mercredi. Caleb fredonne toujours en les retournant. Léna raconte toujours des faits sur les dinosaures à table. Nous nous disputons toujours pour les formulaires de sortie scolaire et les routines du coucher. Rien n'est parfait, mais c'est à nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que le temps s'est courbé d'une manière que la science ne peut expliquer. Peut-être que le destin a changé d'avis. Peut-être que quelqu'un, quelque part, m'a donné une autre chance. Tout ce que je sais, c'est que j'ai enterré mon mari dans mon cœur ce matin-là. Je l'ai pleuré. J'ai supplié le ciel de me le rendre, et d'une manière ou d'une autre, il l'a fait. Je ne m'attends pas à ce que quiconque comprenne pleinement ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne suis pas sûr de le faire un jour, mais je m'accroche à ce qui compte. Mon mari est rentré à la maison. Ma famille est à nouveau au complet, et cela me suffit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher. Laissez un commentaire. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions, surtout si vous avez déjà vécu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Et si vous voulez d'autres histoires réelles et émouvantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci d'être ici.